Bonjour à tous, bienvenue dans Endzone, le podcast football américain de l'équipe. La route vers Tampa Bay et le Super Bowl 55 se poursuit et aujourd'hui on va sortir un petit peu du terrain, direction les vestiaires ou la tente bleue médicale au choix. Au programme, les commotions cérébrales, alors c'est l'un des problèmes majeurs de la NFL, si ce n'est le plus gros problème. 224 joueurs ont été victimes de commotions la saison dernière, soit une hausse de 5% par rapport à 2018. Les chocs sont violents, le spectacle toujours plus impressionnant et les enjeux, qu'ils soient sportifs ou financiers, évidemment importants. Alors comment protéger les joueurs face aux risques neurologiques, comment conjuguer ce jeu spectaculaire avec la prévention et de quelle manière penser l'avenir? Pour répondre à ces questions, les deux consultants de la chaîne L'équipe, deux cerveaux tout frais, tout égayés eux, après les demi-finales de conférence qui ont été haletantes. D'abord Anthony Maungu, receveur pro que je ne présente plus. Salut Anthony. Salut Antoine, comment ça va Peter? Toujours un plaisir. Ça va très bien. Et puis donc Peter Anderson qui vous dira s'il s'est remis ou non des exploits de Kansas City. Salut Peter. on est bien, on attend le match de dimanche avec impatience. Salut à tous. Épisode 3, dans le cerveau des joueurs, faites vos valises, direction les États-Unis. Troisième quart-temps à l'Arrowhead Stadium, 7 minutes 40 à jouer et boum, Patrick Mahomes est au sol, marque un temps d'arrêt, tente de se relever, titube, sort du terrain, fin du match. Le quarterback de Kansas City, tenant du titre, n'est pas autorisé à reprendre le jeu face aux Cleveland Browns en demi-finale de conférence dimanche dernier. Le médecin indépendant est clair, les chiffres sont groggy, forcément déçus de perdre leur superstar. Au ralenti, le choc n'est pas énorme, mais ce sont les cervicales de Mahomes qui sont touchées. Tout va bien, dit-il après le match, remis sur pied par le protocole et le repos forcé. Messieurs, c'est une commotion parmi d'autres, ni plus ni moins importante évidemment, mais elle s'ajoute à une longue liste. Plus de 200 joueurs sont touchés par saison, avec un pic à 281 en 2017. Et avant de s'intéresser à l'exactitude des protocoles et à ce que la NFL tente de faire, on va s'attarder un peu sur le jeu. Dans le premier épisode de Endzone, on parlait des quarterbacks mobiles qui courent plus. Mahomes se blesse sur une action du genre. Peter, ça multiplie forcément les risques à ce poste. Ouais, c'est le problème de cette évolution du poste de quarterback. Ça avait commencé avec Robert Griffin en quelque sorte, donc Robert Griffin qui était à Washington à l'époque et qui était arrivé et qui avait un petit peu révolutionné le jeu déjà de Washington, qui courait beaucoup, qui alternait la passe et la course et qui vraiment faisait la différence avec ses jambes à l'époque. Le problème pour Robert Griffin, c'est qu'il est arrivé en play-off, qu'il y a eu un gros choc contre Seattle, blessure au genou. L'année d'après, il est revenu, il s'est reblessé au genou. Il a jamais récupéré le niveau qu'il avait pu avoir à la fac ou à sa première année de rookie en NFL. Et c'est un peu le risque, c'est-à-dire qu'avoir un quarterback qui court, c'est bien, mais il faut savoir quand même le préserver parce qu'il y a ce risque de blessure. C'est dangereux d'exposer son quarterback comme ça avec la course. Et il faut trouver justement le bon équilibre pour les franchises. Et justement, c'est pas la première fois que Mahomes se blesse. On se souvient la saison passée, c'était à l'épaule cette fois, sur une action un peu dans le même style. Pour les initiés, c'était un quarterback sneak. Anthony, comment trouver le mélange subtil entre je décide de stratégies qui me permettent d'avancer, d'être aussi imprévisible, c'est un peu l'avantage de ces quarterbacks-là, mais aussi je le protège car c'est mon joueur le plus important? En fait, malheureusement, c'est surtout une décision qui est prise par le joueur. Et en fait, quand à ce niveau-là, ce sont tous des grands compétiteurs, et du coup, c'est le joueur qui doit choisir entre prendre un risque pour faire avancer mon équipe parce que je suis le gars qui a la balle en main et je suis le playmaker, ou alors c'est sortir en touche ou ce qu'on appelle slider, glisser pour se protéger. Et ça, malheureusement, ça dépend de la physionomie du match. S'il y a une grande avance, on verra tout le temps les quarterbacks jouer un petit peu, glisser, comme des fois on peut voir Lamar Jackson ou comme le fait très bien Patrick Mahomes de base. Mais après, il y a toujours un moment dans le match qui peut être un moment clé. Et il faut savoir prendre un risque, malheureusement. Et les joueurs sont très exposés, certains plus que d'autres. Je pense notamment aux running backs ou certains défenseurs. La durée d'une carrière est très courte en NFL. C'est entre autres à cause de cela des commotions cérébrales. Des blessures en général et des commotions cérébrales pour certains postes plus que d'autres. Mais c'est vraiment les blessures en général qui expliquent le côté court des carrières. En général, on en parlait avec Anthony, un joueur va avoir son premier contrat. Déjà, il a son contrat rookie. Et puis après, s'il arrive à signer un contrat, déjà c'est bien. Puis après un deuxième, alors là c'est que vraiment sa carrière va durer. Mais les commotions sont venues s'ajouter, on va dire que c'est le problème majeur, mais à l'intérieur des blessures qui touchent tous les joueurs. Ouais, mais surtout, je pense que de base, avant même les blessures, comme le disait Peter, c'est le fait de survivre au premier contrat. En fait, le truc, c'est que c'est un sport où en fait, il va y avoir un vivier tous les ans. Tous les ans, il y a une draft, il y a des free agents, et du coup, il faut réussir à passer donc ce premier contrat.
Ensuite, on a les blessures et maintenant, depuis quelques temps, hein, c'est un vrai sujet, les dommages au cerveau. Et là, pour le coup, on a vu des joueurs très jeunes décider de refuser des millions de dollars. J'ai en tête le linebacker de San Francisco. San Francisco, ouais, je pensais à lui aussi. J'ai oublié, qui a même arrêté sa carrière. Et carrément. Voilà, j'ai plus son nom non plus, mais Andrew Luck, on peut prendre l'exemple d'Andrew Luck, qui a pas forcément eu des problèmes de commotion, mais lui qui était le quarterback des Colts, qui avait été drafté numéro 1, qui était la star et qui était parti pour faire une grande carrière. Mais après 4-5 ans, il a décidé d'arrêter sa carrière. On sait pas trop pourquoi, mais enfin, on sait que c'est aussi pour se préserver, pour peut-être profiter de sa famille, tout ça, et pas avoir des problèmes, parce qu'on sait que les commotions peuvent créer des problèmes plus tard. Donc voilà, il y a des joueurs qui prennent ces décisions. Il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais vu ça. Jamais. Et Anthony, tu as vécu aux États-Unis, tu as joué à NCAA, tu as participé à la pré-saison avec les Philadelphia Eagles. Tu te souviens avoir eu de la sensibilisation par rapport à ces thèmes-là, des commotions ? Elle est infime. C'est vraiment tous les ans, en début de saison, on a des séminaires où les arbitres viennent et présentent des nouvelles règles, etc. Et il y a évidemment qu'il y a une petite sensibilisation sur la santé, notamment sur les commotions. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est tellement un business, même en université, c'est encore un niveau amateur, mais c'est du très haut niveau. Il y a quand même du business là-dedans. Quand tu es à la fac, tu joues ta carrière pour arriver en NFL. Donc, je peux pas te permettre, juste à cause d'une commotion, de dire, en fait, on vit un peu dans une crainte de dire la vérité au staff médical. Et ça, c'est purement vrai. Quand je joue en France, j'ai eu une commotion légère. C'était sur un kick-off. Mon coéquipier, le kicker, tire la balle. Je descends et je me retrouve face à un bloqueur et on se rentre vraiment à pleine balle l'un dans l'autre. Et je ferme les yeux avant le contact. Et après, quand j'ouvre les yeux, j'ai mon œil gauche avec lequel je vois tout en bleu et mon œil droit avec lequel je vois tout en vert. Et avec plein d'étoiles, tu vois. Et ça, on m'a jamais parlé de ça quand j'étais en France. À ce moment-là, on est en 2009, j'ai jamais entendu parler de ça. Et je me souviens, je vais sur la sideline, etc. Il y a un débrief de l'attaque, et moi, je suis complètement dans les vapes. J'ai le genou au sol, je regarde mon coach, mais mon regard est vitreux, je suis pas concentré. C'est mon quarterback qui voit qu'il y a un truc qui va pas, qui me verse d'eau sur la tête, qui me dit Anthony, ça va? Et je dis ouais, c'est bon. Mais j'ai joué le match, j'ai jamais rien dit. Tu vois. Peter, est-ce que tu penses qu'il y a un peu une minimisation du problème des commotions en général ? Non, je dirais pas jusque là, au contraire, parce que alors peut-être en France, voilà, on est dans deux choses différentes. Et puis Anthony disait en 2009, c'est sûr qu'en 2009 on n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui. Aux États-Unis, au contraire, la NFL en tout cas, de ce qu'on voit, de ce qu'elle montre, fait tout pour ne pas minimiser ce problème, pour le mettre en avant, pour protéger les joueurs, que ce soit par, on en reparlera peut-être par l'équipement qui évolue, par des règles aussi qui évoluent. Avant, il y avait des gros contacts, un receveur qui courait au milieu du terrain, qui se faisait percuter par un autre. Maintenant, il y a la règle, on peut pas aller frapper un receveur defenseless, comme on dit, c'est-à-dire sans défense. Voilà, il y a des choses qui ont été changées. Les attaquer avec le casque sur un plaquage, ça a été interdit aussi. Le problème, et est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est humain tout simplement, c'est que les joueurs, ils veulent jouer. Donc même si on leur dit qu'il a eu une commotion, si c'est une demi-finale de conférence, même si d'ailleurs il y a peu de matchs en NFL, chaque match, on le redit, on joue son contrat, on joue sa place, on veut pas laisser sa place à un autre parce qu'on peut la perdre super rapidement. Évidemment qu'on va essayer d'esquiver le protocole, d'esquiver pour jouer tout simplement. On peut comprendre ça, la NFL ne veut pas voir ça, mais dans la réalité, c'est forcément ce qui se produit parfois. Mais la NFL, je pense, fait son travail, les joueurs veulent jouer tout simplement. Et pour aller même plus loin, parce que là, Peter parlait justement de ces règles qui ont été changées en défense, mais par exemple en attaque, quand moi je découvrais le football américain, j'étais quand même assez admiratif de ces receveurs qui allaient bloquer des défenseurs et qui avaient ils prenaient du coup le côté aveugle, on bloquait à contresens et c'était vraiment des blocs spectaculaires. Et quand t'es petit, tu vois ça, tu te dis mais moi je vais faire pareil. Et j'ai fait des blocs comme ça. Alors que maintenant, quand on voit maintenant en NFL ou à la fac des touchdowns sur des punt returns, sur des kick returns, où on a des joueurs qui font exprès de ne pas bloquer certaines personnes, ou alors de juste mettre leur corps en opposition, quitte à se prendre le coup, justement pour éviter ce genre de faute. Et le New York Times a fait de grandes enquêtes sur les commotions dans différents sports, la NFL, le hockey sur glace et le bobsleigh notamment, qu'on vous invite à lire. Aussi, vous trouverez sur le site de l'équipe beaucoup de contenu à ce sujet, notamment autour du rugby. Il y a eu un film sorti en 2015 avec Will Smith dans le rôle principal qui s'appelle Concussion, littéralement commotion. Est-ce que c'est un vrai débat de société ? Est-ce que ça prend petit à petit sa place ? Est-ce qu'on prend conscience un peu des choses ? Alors,
Je vais juste dire un truc, je te laisse répondre parce que vas-y. moi j'ai pas vu le film. Aux États-Unis, ce film a été distribué dans très peu de cinéma et la NFL a tout fait pour que ce film soit le moins vu possible. Donc je pense que voilà, hein, ça parle de soi-même. Déjà en France, quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie et que je leur explique que voilà, je suis joueur de football américain, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est « Mais t'as pas peur ?» Je dis « Peur de quoi ?»« Mais t'as pas peur des risques du cerveau ?» Enfin, j'ai lu et vu beaucoup de choses là-dessus. Et je trouve ça quand même fascinant, en fait. Le fait que c'est une question qui va ressortir quand on parle de football américain, mais pas nécessairement d'autres sports. Et oui, pour revenir sur ce film, que pour le coup je l'ai vu et je peux t'assurer que c'était pas en cinéma mais oui, c'est donc l'histoire vraie du docteur Omalu qui en 2002 fait une autopsie du cerveau sur le joueur des Steelers de Pittsburgh, Mike Webster, qui jouait centre et qui découvre justement qu'il était atteint de CTE. Je peux pas dire exactement l'acronyme, mais ouais, c'est depuis ce film en fait où réellement je pense qu'il y a eu un vrai débat, puisque justement dans ce film il raconte que la NFL a tout fait pour éviter l'affaire. Au début lorsque ça apparaissait, c'était seulement dans des journaux médicaux, mais c'était pas nécessairement dans les vraies news, et que le grand public ne pouvait pas vraiment être au courant de tout ça. Oui, bien sûr. Et tu as parlé de CTE. Alors, un comité spécial avait été mis en place par la NFL en 2007. C'est dire que c'est arrivé assez tardivement. Petit à petit, un protocole a été mis en place. Je vais juste rappeler ce que c'est une commotion, tout simplement, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. En fait, c'est quand votre cerveau, à la suite d'un choc, bouge dans la boîte crânienne. Tu disais les CTE, donc l'acronyme c'est l'encéphalopathie traumatique chronique. Merci Antoine. Votre cerveau en fait se modifie, se réduit même. Pour vous vous rendiez compte un peu du souci, voici quelques conséquences: maux de tête, nausées, perte visuelle, auditive, troubles du comportement, dépression, maladies dégénératives. Alors c'est pas qu'une liste de symptômes lancés comme ça, puisque beaucoup de sportifs ont déjà été diagnostiqués. Peter, comment a évolué le protocole lié aux commotions en NFL au fil des années ? Déjà, il a été inventé, parce qu'avant, il n'existait pas, hein, tout simplement. Et maintenant, quand on regarde le match de football américain, il y a on a la tente bleue, hein, la fameuse tente bleue, qui est devenue l'endroit où les joueurs ne veulent pas aller, puisque dès qu'il y a une commotion cérébrale, le joueur est emporté en général par un assistant médical qui travaille directement pour la NFL. On le voit en général, il a d'ailleurs un sweat ou quelque chose où il y a écrit NFL, c'est pas un logo de l'équipe. Il y aura un coach de l'équipe à côté, et donc le joueur va être emmené dans la tente bleue, où il va être examiné. Alors après, il y a différents tests, je connais pas exactement le détail des questions. J'imagine qu'on vérifie les yeux, qu'on vérifie un certain nombre de choses. Anthony pourra peut-être décrire ça un peu plus en détail. Et après, il faut passer ce test c'est la NFL qui décide, ok, vous pouvez retourner sur le terrain. Non, là, vous retournez pas pour ce match. Et pareil pour le protocole qui continue dans la semaine. Là, Patrick Mahomes, même si c'est pas exactement une commotion qu'il a eu, mais c'est un problème, un nerf dans le cou, mais bon, voilà, c'est plus ou moins similaire. C'est cette semaine, il va passer des tests avec un neurochirurgien indépendant, des gens indépendants qui travaillent ni pour la NFL ni pour les Chiefs, et c'est eux qui vont décider et qui vont donner l'autorisation s'il peut jouer. Donc voilà, le protocole est assez évolué. Ouais. Anthony, tu disais que tu avais vécu. Comment ça se passe concrètement dans un match ? En fait, avant même le match, il faut savoir que avant la saison, chaque joueur, que ce soit à la fac ou en pro, on fait ce qu'on appelle un baseline test. Donc c'est vraiment un test qui va, tout simplement, on va avoir des standards, d'accord, pour chaque joueur. C'est individualisé évidemment. Et tout à l'heure, je vous parlais du fait on l'a répété, mais de jouer quand on est à la fac, de jouer pour avoir une carrière en NFL, et ensuite en NFL de garder sa place. Et justement, tu vois, quand tu sais très bien que le football américain c'est un sport de contact et que il y a risque de commotion, dans ces tests en fait où il y a un travail de mémoire, un travail de main et jeu, coordination, cognitif, etc. Et je l'ai fait, des coéquipiers à moi l'ont fait aussi. On triche un petit peu, c'est-à-dire qu'on fait exprès de mettre un peu plus de temps parce que le délai de réponse est aussi enregistré. Et tu fais exprès de pas répondre très vite parce que tu sais que le jour où il t'arrive un truc, si tu veux pouvoir jouer, tu dois faire au moins aussi bien que le pré-test en fait. Donc du coup, tu vas attendre un petit peu avant de répondre. Des fois, tu sais que tu as répondu tout bon à toutes les questions, et tu as dit bon, allez, cette question, je vais enfin, tu vois, tu magouilles un petit peu. Et c'est pas bien. C'est humain. Mais c'est naturel. Mais en fait, tu te bats pour ta place aussi. Tu te bats pour ta place en fait, exactement. T'aimes tellement ce que tu fais et tu as tellement des objectifs
haut que tu veux atteindre que tu dis je peux pas rater ma vie juste parce que j'ai pas eu telle opportunité parce que je me suis blessé en fait. Bien sûr. Et on en parle et on comprend dans une certaine mesure aussi les joueurs. Cette question-là des commotions, c'est aussi un peu un antagonisme par rapport à l'économie de ce sport. Lutter contre cela, on l'a déjà un peu dit, c'est changer les façons de plaquer, les façons de défendre, de jouer, peut-être un peu altérer le spectacle comme on l'a connu par le passé. Et donc, en toute logique, faire potentiellement moins d'argent. Vu comme ça, c'est un problème presque insoluble. Le spectacle a changé. Avant, il y avait des top 10 sur ESPN ou sur les chaînes américaines de choc, de contact, Big hits, les big hits, voilà, les 10 plus gros hits de la saison. Bon, bah ça n'existe plus. On verra plus ça nulle part maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, on a aussi plus de jeux de passe. Le côté spectaculaire est dans le jeu de passe et dans des receveurs rapides, dans des quarterbacks qui courent aussi et qui lancent le ballon. On en a déjà parlé lors du dernier numéro. Donc voilà, je suis pas sûr que ça puisse. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est un risque. Hein. T'as raison, Antoine. La NFL a peur de perdre des spectateurs, a aussi très peur, parce que c'est un problème, que les parents ne veulent pas mettre leur enfant au football américain et le mettre davantage au soccer qui se développe, par exemple, aux États-Unis, le foot classique. Hein. On dit soccer parce qu'on est dans un podcast de football américain. Mais voilà, on a envie d'aller chercher cette jeunesse. Et la jeunesse, évidemment, les parents, quand ils voient ce qui se passe en NFL, les problèmes, ont moins envie de mettre leurs enfants. C'est un problème. Donc, on change le jeu, plus de jeux de passe, moins de contact, et on essaie de s'éloigner un peu de ces problèmes-là. Et pour me dire là-dessus, Peter, tu vois, pour l'instant, je suis pas parent, d'accord, mais je sais très bien que si j'ai la chance d'avoir des enfants, moi, je vais pas les inscrire au football américain à 6 ans, comme beaucoup d'Américains le font, et ce qu'on appelle le Pee-wee football, où tu vois, ils ont un casque qui est plus gros que leur corps, et tu les vois... Et on leur apprend, sodiisant, à bien plaquer, mais à cet âge-là... Non, le petit, il contrôle pas son corps. Donc moi, je sais très bien que je vais leur mettre beaucoup d'exposition dans plein de sports, hein, et autres que sport, hein, pas que ça évidemment, mais je sais que la première approche avec le football américain, ça sera vers 12-13 ans, quand au moins je sais qu'ils comprennent et peuvent exécuter certaines techniques. Ça, c'est clair et net. Et c'est des questions que moi j'ai fait du hockey sur glace aussi, c'est un peu différent, mais il y a aussi ces problèmes-là. C'est des questions que nos parents ne se sont pas posées une seule seconde, Anthony. Hein, et aujourd'hui, c'est devenu un problème. Donc c'est peut-être aussi aux instances non pas de réfléchir comment aussi régler juste le problème en NFL, mais de trouver des solutions aussi pour les jeunes. La NFL aussi, quand on regarde à la télé américaine, souvent pendant les matchs, moins cette saison, mais dans les dernières saisons, tu avais des petits clips où tu montrais justement des coachs qui allaient avec les jeunes, avec des petits enfants de 5-6 ans, et ça montrait comment bien plaquer, pas avec le casque, avec l'épaule en avant, voilà. Donc on essaie de montrer le bon exemple. Ouais, il y a une vraie mise en avant, ça s'appelait USA Football, voilà, où vraiment ça. Ils expliquaient, c'était vraiment des petites cliniques où ils apprenaient exactement à comment se positionner pour plaquer, etc. Et ça, c'est une très belle mesure, mais après, est-ce que c'est assez? C'est ça la question. Ouais. Bien sûr. Et il y a des débats qui sont propices justement à faire évoluer les choses. Parmi les solutions, il y en a une qui se fait autour des équipements, tout simplement des joueurs. Il y a un exemple, c'est Laurent Duvernay-Tardif, donc qui est joueur des Kansas City Chiefs, qui a pris une année sabbatique pour travailler dans un hôpital à l'heure du Covid, parce qu'il est chirurgien de formation. Et il est aussi dans une entreprise qui développe, entre autres, des casques connectés, donc qui permettent en direct de comprendre ce qui s'est passé justement à l'intérieur de ce casque. Messieurs, le futur peut passer par ce type d'avancée technologique et d'innovation? Je pense que oui. Hein. Anto va répondre un peu plus, on sait un peu plus que moi sur les casques, mais en tout cas, Laurent Duvernay-Tardif, c'est peut-être le gars le plus intelligent de toute la NFL. En tout cas, il a un doctorat et en même temps, c'est un des meilleurs joueurs de ligne offensive de la ligue. On travaille sur les casques, notamment sur ce qu'il y a à l'intérieur, hein, des mousses gonflables, des choses pour amortir le choc et pour que la boîte crânienne ne bouge pas. Hein, c'est ça, Anto? C'est ça. Et quand je suis arrivé à Philadelphie, c'est la première fois qu'on me donnait en fait une charte pour choisir ton casque. C'est-à-dire qu'à la fac, chaque fac est sponsorisée par une certaine marque de casque. Ça peut être Riddle, Schutt, etc. Et en NFL, tu as tous les casques. Et il me semble que le numéro 1, c'était le casque de Patrick Mahomes. C'est un Vices qui, pour le coup, en fait, il est un peu plus lourd que les autres casques. Mais en termes de protection, c'était celui qui était le mieux... comment on dit, le plus sûr. Le plus sûr, qui a en gros les meilleurs résultats. Et en fait, tu dois choisir entre tous ces paramètres. Est-ce que tu veux un casque qui est plus ou moins léger? Est-ce qu'il protège plus ou moins bien? Ouais, voilà. Donc j'étais vraiment content de voir ça une fois arrivé en NFL. Et il y a aussi un vieux cliché en NFL, c'est les joueurs jouent, les dirigeants dirigent, et surtout les joueurs, on les laisse facilement tomber, en quelque sorte, que ce soit à la sortie de l'université pour ceux qui ne réussissent pas. Est-ce qu'on doit aller, pour régler ces problèmes, notamment je pense à l'après-carrière,
Bien sûr. vers plus d'accompagnement, Oui. c'est-à-dire un suivi médical et psychologique de tout ça. En football américain, comme dans chaque sport américain, tous les 4-5 ans, les joueurs et les propriétaires doivent se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le CBA. Donc ça englobe plein de choses. Les droits télé, comment ils vont être répartis, combien de matchs on va jouer, etc. etc. C'est Et dedans, de convention collective. voilà, exactement, merci. Convention collective, donc entre les joueurs et les propriétaires. Il y a un syndicat des joueurs et il y a les propriétaires. Et la discussion qui revient aussi à chaque fois, c'est ce dont tu parlais, c'est comment protéger les joueurs, réduire le nombre de matchs. C'est quelque chose que les joueurs veulent obtenir et c'est compliqué. Ça commence à évoluer maintenant. Il y a plus ce côté les propriétaires décident, les joueurs se taisent. Mais voilà, c'est toujours en discussion et c'est sûr que le côté après carrière est très important. Et les joueurs disent qu'on les laisse un peu tomber parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent par la NFL. Comme les contrats sont courts, forcément il y a beaucoup de joueurs. Et derrière, c'est pas suivi. Souvent, on les laisse un petit peu seuls, sans aide médicale, sans argent. Il y a des sales histoires qui arrivent, des joueurs qui peuvent se suicider ou qui peuvent mal finir ou qui peuvent être néfastes pour leur famille ou des choses comme ça. Et donc voilà, c'est quelque chose que les joueurs veulent obtenir, un suivi après la carrière, financier mais aussi médical. Ouais, et surtout, c'est que ces aides-là, Peter, t'en as beaucoup qui sont modifiées en fonction de ta carrière. C'est-à-dire que tu as des aides dont tu vas être éligible à partir du moment où tu as accru un certain nombre de saisons. Donc, comme tu l'as dit, en fait, le problème, c'est que... Tu peux faire une saison, prendre une commotion, et puis après... C'est ça. C'est ça. Et justement, c'est là où tu mets tout en œuvre, justement, pour arriver à ton deuxième contrat, et ensuite peut-être le troisième, c'est pour avoir le plus de saisons accumulées, et ensuite utiliser ces aides-là. Et pour finir, je vais revenir un peu sur les jeunes et parler un peu d'un autre type de football. Certains pensent à démocratiser davantage le flag football. Alors pour les auditeurs qui découvrent cet univers, c'est pas de plaquage, on arrête seulement des joueurs en arrachant des petits drapeaux attachés à la ceinture. Ça peut permettre aussi de développer d'autres qualités au niveau du foot chez les enfants. Et deux, est-ce que c'est surtout un moyen de limiter les risques, notamment au niveau amateur ? Alors c'est un moyen de bien s'amuser sur la plage déjà, pour voilà. Mais oui, bien sûr, il y a le touch football aussi, qui est on touch mais on plaque pas, en gros, juste on touche pour arrêter l'action. Oui, clairement, ça c'est une solution, je pense. Bien sûr, et peut-être pas au niveau professionnel, mais et quand justement je parlais de ce scénario où j'ai des enfants et je les mets pas dans le football américain avant 12-13 ans, le flag en revanche. Ouais. Ça, c'est quelque chose, j'y pense, honnêtement, j'y pense fort parce que j'ai commencé par le flag. Quand j'ai commencé le football américain à 13 ans, c'était la section moins de 15 dans la section minime qui venait tout juste de se créer en France et il n'y avait que quelques clubs qui en avaient et du coup, on n'avait pas de vraie compétition, on n'avait pas de championnat. Et du coup, on était forcé de jouer le flag football et honnêtement, au début, je voulais pas parce que je me suis dit non, moi je vais faire du football américain, je vais un catch, je vais des épaulières. Mais le flag football, c'est ce qui m'a permis une fois arrivé dans la section moins de 16 en cadet, c'est grâce au flag football que j'avais des capacités hors normes déjà en tant que receveur, en tant que running back, etc. Parce que justement, tu apprends tout ce qu'il faut pour le football américain sans les contraintes du contact. Et si nos auditeurs veulent voir ce que c'est le flag football, à chaque Pro Bowl, enfin moins ces dernières saisons, mais il y a souvent un petit match de flag football qui est organisé autour du Pro Bowl. On peut le retrouver sur YouTube. Il y a un match où il y a Michael Vick et Chad Ochocinco face à face, c'est pas mal. Donc voilà. Et ça joue, le flag, c'est ouais. Et puis en pas plus, il y a n'importe une quoi. ligne, c'est intéressant. Allez voir ça, flag football Pro Bowl. Pour finir ce troisième épisode, le MVP de Endzone, c'est notre rendez-vous hebdo du podcast. Alors après avoir évoqué les traumatismes crâniens et beaucoup de problèmes, on va terminer sur quelque chose d'un peu plus léger. Et on avait envie de mettre en avant un joueur, le remplaçant de Patrick Mahomes ce week-end, Chad Henne, qui a brillamment rempli sa mission dimanche face aux Browns, on peut le dire, victoire 22-17. Peter, Chad Henne à Kansas City, c'est le quarterback remplaçant, mais c'est surtout le héros du week-end. C'est la star du week-end. On aurait pu parler de Aaron Rodgers, on aurait pu parler de Tom Brady, voilà, mais on n'aurait pas parlé de Drew Brees, qui a une fin un peu difficile. Mais ouais, Chad Henne, il est entré après la blessure dont on a parlé de Patrick Mahomes. Ça s'est pas très bien passé au début. Il a notamment lancé une interception un peu catastrophique où les fans des Chiefs étaient un peu inquiets pour la suite du match. Derrière, la défense a tenu et puis Chad Henne, sur le dernier drive, il y a une course où il va chercher une 3e et 14
Panthers, où là, clairement, hein, il a donné son corps pour l'équipe. Il a donné son corps à la science, voilà. exactement. Ça passe, il s'est relevé, et puis derrière, l'action du week-end, peut-être la 4e-1. Alors, si vous suivez pas trop la NFL, c'est un peu compliqué de vous expliquer pourquoi c'est incroyable de tenter cette 4e-1. Mais en gros, ils étaient dans leur propre moitié de terrain, ils avaient le ballon. Si ça passait pas, s'ils n'avaient pas réussi à aller chercher sur yard, ça rendait le ballon à Cleveland, qu'aurait sans doute marqué, et on peut dire sans doute gagner le match derrière. Donc c'est vraiment, on a tenté le tout pour le tout sur une action. Et Chad Henne a lancé le ballon à Tyreek Hill, c'est passé, l'appel de jeu d'Andy Reid, qui restera, je pense, dans la légende de la franchise de Kansas City, surtout si ça va au bout. Et Chad Henne, la petite stat dont je vous parlais avant, c'est que ça va être sa 4e finale de conférence de suite, quand même. Bon, il a jamais joué, mais non. Il était avec les Jaguars en 2017, quand les Jaguars étaient en finale de conférence. Il y a les 3 dernières, donc les Chiefs perdus contre les Patriots, gagnés l'année dernière, et donc celle-ci cette année. 4 finales de conférence pour Chad Henne, voilà, qui a pas eu une carrière incroyable, mais au moins il aligne les conférences. Et une bague, bien sûr, l'année dernière. Voilà. C'est fou. Ah bah en effet, c'est une sacrée stat. C'est une sacrée stat. Et surtout. Bon, il jouera pas a priori, hein, mais bon. On l'espère pour Patrick Mahomes, on l'espère pour les Chiefs, mais. Et pour le spectacle. Mais juste pour revenir sur cette 4e tentative, le fait d'aller chercher la première tentative à la passe. Ouais, c'est ça en fait. Ils étaient alignés et en plus on pensait qu'il allait pas la jouer, qu'ils allaient chercher la pénalité. Ouais. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est ton quarterback remplaçant qui fait dans le match qui lance certaines balles qui sont quand même. Là on lui donne le match. Et ouais, c'est ça. On te dit bon allez, on va te donner l'opportunité de faire gagner ton équipe et d'aller plus loin. Et après. Très belle exécution, vraiment l'appel de jeu est parfait. Et Tyreek Hill, super rapide. L'exécution avec les joueurs qui sont mis à disposition est incroyable et c'était beau à voir. Assez fidèle au hashtag utilisé par les fans des Chiefs. Anything's possible. Et justement, les Chiefs, ils joueront les Buffalo Bills ce week-end. On va finir avec nos petits pronos habituels. Vous les voyez comment ce match face aux Bills des Chiefs? J'enlève la casquette du fan, je mets la casquette du journaliste. Je pense que ça va être super accroché et je pense que la défense des Bills peut créer de gros problèmes à Kansas City. Après, les champions en titre, tant que personne ne les a battus, ça reste les favoris, les Chiefs. Mais ça va être encore de l'autre match. Je pense que les Packers devraient, pas facilement, mais je pense que les Packers vont passer. Là, dans celui-là, ça va être tendu. Honnêtement, d'après la saison, et comme tu l'as dit, les champions en titre, en vrai, les Chiefs sont favoris. Moi, par contre, je mise quand même bien sur les Bills. Je voulais vraiment attendre de voir la performance des Chiefs face aux Browns, qui n'ont vraiment pas démérité, vraiment chapeau bas. Oui, c'est vrai. Les fans de Cleveland peuvent quand même être très satisfaits de ce match. Mais je dis les Bills. Ouais. Il va y avoir beaucoup de points, à mon avis, en tout cas. Je pense. Et ce sera l'un des 2 matchs à voir en clair sur la chaîne L'équipe ce week-end. Double dose de play-off avec les équipes de Greg Hacher et vous deux aux commentaires, évidemment. Alors, Buffalo-Kansas City, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à partir de minuit 40. Mais avant ça, à 21h, il y aura Tampa Bay-Green Bay, Tom Brady face à Aaron Rodgers, les 2 légendes. On a fait nos pronostics sur le premier match, allons-y pour l'autre. À quoi ça va ressembler ce Tampa Bay Packers? Un match de légende, un match incroyable, sans doute ce qui va faire une audience incroyable aux États-Unis et on espère sur la chaîne et l'équipe aussi. Rendez-vous à 21h, Brady Rodgers. Voilà, Brady, c'est 6 titres de champion, 9 Super Bowl. Il aimerait bien retourner encore à un Super Bowl pour aller chercher une 7e bague. En face, il y a Rodgers qui a gagné une fois, qui va être le MVP cette saison et qui est peut-être après Brady, Manning, Breeze, les gars comme ça, dans le top 5 des meilleurs quarterbacks de l'histoire, les top 10, je vais peut-être pas trop m'enflammer. Mais voilà, je pense que le fait d'être à domicile devrait aider Green Bay, mais on va se régaler en tout cas. Je dis Green Bay, je dis les Packers, mais honnêtement, les Bucks de Tom Brady me font peur. On avait déjà dit les Saints, on s'est déjà trompé. Et en fait, honnêtement, sur le dernier week-end, s'il y avait un match sur lequel vraiment, j'étais vraiment pas certain de mon choix, c'était le Saints-Bucks. Et je me suis dit, si les Bucks gagnent, alors là, honnêtement, Tom Brady, il va me faire peur. Et j'y passe en tant que fan de Green Bay, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable et ils ont une défense qui ne fait que monter. On l'avait vu, on avait eu la chance de présenter les Bucks, on avait été enchantés de cette défense, alors qu'on avait vu au contraire Tom Brady qui était pas vraiment au top de sa forme. Mais là, c'est personnel pour lui, parce qu'il a l'occasion de montrer que tous les Super Bowls qu'il a eu, c'est pas que grâce à Belichick, c'était moi. Et en plus, il a des vraies armes. Maintenant, il a de bons running backs qui ont un bon momentum.
Donc moi, j'ai Packers gagnant, mais ils font très très peur. Et bien pour suivre tout ça, rendez-vous donc dimanche sur la chaîne L'équipe à 21h. Quant à Endzone, retrouvez-nous sur le site de l'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Merci d'être là, à la communauté NFL comme aux néophytes qui nous écoutent chaque semaine. Oui, merci. N'hésitez pas à commenter, partager, débattre. Peter, Anthony, merci et à la semaine prochaine. Merci Antoine, salut à tous. Merci à vous.